Je vous souhaite à tous la bienvenue à notre webinaire sur les nanomatériaux. Alors, ces webinaires sont organisés par la Fédération française des matériaux, la FFM, en partenariat avec l'Association française pour l'avancement des sciences. C'est Daniel Deville qui en assure la coordination, avec la participation de Jocelyne Brendley, Jean-Paul Itier et Philippe Walter. Alors, je vous remercie de bien vouloir couper vos micros. Et puis, si nous avons le temps, nous prendrons quelques questions et que je vous demanderai de poser dans le chat. Je rappelle que les webinaires sont enregistrés et que vous pourrez les réécouter sur le site de la FFM. Donc, je vais maintenant faire une courte présentation donc pour Emmanuel Flao, qui est notre premier intervenant. Emmanuel Flao est directeur de recherche au CIRIMAT à Toulouse. Ses travaux de recherche sont à l'interface entre la science des matériaux, la biologie et la physique. Ils concernent les nanotubes de carbone ainsi que le graphène et ses dérivés. Il s'intéresse depuis 20 ans aux aspects qui sont liés à l'impact potentiel des nanomatériaux carbonés sur la santé et sur l'environnement. Il est ainsi membre du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Il a reçu de nombreuses distinctions. Je citerai parmi celles-ci la médaille Jean Rhys de la SF2M et le prix Brian Kelly du British Carbon Group. Là, Emmanuel, tu as la parole pour un exposé de 25 minutes environ. Très bien, merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup aux organisateurs pour l'invitation à participer à ce séminaire. Je suis vraiment très heureux de pouvoir être présent aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est un exposé à deux voix aujourd'hui. Je vais commencer par vous parler moi, de l'influence de la chimie de surface des nanomatériaux, alors en particulier carbonés, parce que c'est mon domaine de recherche, sur leur impact environnemental, avec l'idée d'une approche qu'on appelle Safer by Design. Alors c'est un travail qui est collaboratif, qui est réalisé essentiellement en collaboration, pour ce que je vais vous présenter aujourd'hui, entre deux laboratoires toulousains, le CIRIMAT, auquel j'appartiens, et le CRBE, qui est un laboratoire de biologie environnementale. Alors, peut-être pour présenter en quelques mots l'activité de mon équipe, en fait, on est une activité qui travaille essentiellement sur les nanomatériaux, donc en particulier carbonés. Et la spécificité de l'équipe, en fait, c'est de travailler en particulier sur leur synthèse. Donc, on va utiliser la CCVD pour Catalytic Chemical Vapor Deposition, qui est une méthode qui va nous permettre de transformer une source carbonée en nanotube de carbone ou graphène ou autre chose en fonction des besoins. Donc c'est une méthode catalytique, on va utiliser des oxydes qui vont servir de support, et en fait, dans le cas où on va utiliser de l'oxyde de magnésium, on va pouvoir très facilement l'éliminer par la suite. Donc quand on fait la synthèse CVD, on récupère en fin d'expérience ce que vous voyez sur l'image ici, une sorte de bloc de poudre qu'on appelle une poudre nanocomposite, qu'on peut soit utiliser tel quel après mise en forme, et en particulier par densification, alors c'est du fritage de manière générale, pour réaliser des matériaux composites avec des formes relativement complexes. Vous voyez ici un exemple d'aube de turbine. Ou dans d'autres cas, et c'est plutôt ce que moi j'ai développé, en particulier quand on utilise l'oxyde de magnésium, on va pouvoir, par traitement à l'acide chlorhydrique, dissoudre cet oxyde et récupérer donc les nanotubes de carbone. Donc ces nanotubes de carbone, je ne vais pas le balayer, c'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui, mais ils peuvent être utilisés pour des applications dans tout un tas de domaines. Donc nous, on a travaillé notamment sur des nano-interconnexions, c'était avec Intel à l'époque, des travaux dans le domaine de l'absorption des micro-ondes et des hyperfréquences. On a travaillé aussi sur le stockage de l'énergie, les nanomatériaux carbonés sont très utilisés dans ce domaine d'application. On travaille aussi sur le remplissage par des nanostructures. Donc ça, je le laisserai plus la parole à Raoul par la suite, parce que c'est un sujet que nous partageons. On travaille beaucoup sur la fonctionnalisation et la purification de ces matériaux et leur inclusion dans des matrices diverses. Alors j'ai montré des céramiques dans le cas de ces exemples ici. Ça peut être aussi des métaux ou des polymères. Pour des applications, alors en particulier dans le cas des polymères, dans le domaine de la délivrance de médicaments ou des surfaces antimicrobiennes, c'est les deux sujets sur lesquels nous travaillons actuellement. Alors avec l'idée de développer des applications, je pense qu'il est très important d'entrée de jeu de réfléchir aussi à l'impact potentiel sur la santé et sur l'environnement que ces nanomatériaux pourraient éventuellement générer. Et c'est la raison pour laquelle depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant, je travaille aussi sur ces aspects, donc santé-environnement liés aux nanomatériaux. Alors, simplement pour illustrer les aspects fonctionnalisation sur les nanomatériaux, donc très rapidement, la fonctionnalisation sur les nanomatériaux carbonés, elle peut être à la fois covalente, donc là on va casser en particulier des doubles liaisons carbone-carbone dans des tubes externes, de manière à venir donc greffer des éléments comme du fluor ou de l'oxygène.
Ça peut servir typiquement à venir, greffer ensuite des molécules fluorescentes, hein, par exemple, pour faire le suivi des nanotubes de carbone dans l'environnement, que ça soit dans le corps humain ou dans l'environnement, de manière plus générale. On va beaucoup utiliser de la fonctionnalisation non covalente, donc là en utilisant des agents dispersants ou des surfactants qui vont permettre de stabiliser les suspensions. Donc ça, on pourra en reparler sur l'impact que ça peut avoir sur la toxicité ou la gé ou le l'écotoxicité, pardon, de ces matériaux. Et puis on peut, et là Raoul montrera beaucoup plus d'exemples que moi, les utiliser comme moule en fait, hein, pour venir générer des nanocristaux à l'intérieur de ces nanotubes. Bon, juste quelques illustrations ici. Ici, c'est des nanobâtonnets d'or là, qui sont confinés à l'intérieur de nanotubes de carbone biparois. On peut le faire avec tout un tas de matériaux inorganiques, on peut le faire aussi avec des molécules organiques, hein. Donc, c'est une méthode qui est très vaste en termes de possibilités. Et donc, c'est un remplissage par l'intérieur une fonctionnalisation par l'intérieur du nanotube. Alors, pour rentrer dans le vif de la présentation, donc, pour introduire, en fait, l'idée pour moi de travailler sur ces questions était de travailler sur le développement responsable de la recherche sur les nanomatériaux carbonés, avec deux axes de recherche, globalement, qui vont être, d'une part, la santé. Donc ça, la santé, on va s'intéresser plutôt aux chercheurs, aux travailleurs de manière générale, qui sont finalement les seuls à être exposés aux nanomatériaux tels que produits. Parce que pour tous les autres, toute la population générale, les utilisateurs de matériaux ou d'objets qui vont contenir des nanomatériaux, en fait, cette population va être exposée après l'usage, donc l'usure en particulier de ces nanomatériaux, ou le vieillissement qui peut se produire dans l'environnement. Alors ça, du coup, ça va passer en fait par l'environnement, et donc là, on passe du champ de la toxicité à celui de l'écotoxicité. Alors on a travaillé sur différents types de modèles, des modèles aquatiques essentiellement, d'eau douce, d'eau marine, et aussi des modèles en fait qui vont vivre à l'interface entre l'eau et les sédiments, pour une raison très simple, en fait, ces nanomatériaux carbonés, mais comme beaucoup d'autres nanomatériaux de toute manière, vont assez rapidement sédimenter, donc se retrouver en bas de la colonne d'eau. Alors, cette diapositive est très générale, mais c'est pour vous expliquer qu'en fait, tout au cours du cycle de vie de ces nanomatériaux, il va y avoir beaucoup d'opportunités malheureusement de venir contaminer l'environnement. Alors, ça peut se faire évidemment pendant la production ou pendant le transport, hein, à cause des effluents, le stockage ou simplement voilà, des accidents de transport, hein, qui arrivent malheureusement. Pendant l'utilisation des produits, j'ai parlé du vieillissement. Bah, ce vieillissement, ça peut être, simplement de l'usure, hein, ou ça peut être le fait d'exposer les matériaux aux ultraviolets, ça va, dégrader les polymères et donc, provoquer le relargage des nanomatériaux. Et puis ça peut être aussi en fin de vie, hein, tout simplement, une fois que les matériaux ont terminé leur utilisation. Actuellement, il n'y a pas de réglementation très spécifique sur les nanomatériaux. Il peut y avoir des fuites, il peut y avoir, donc du coup la contamination de tout un tas de compartiments environnementaux. Donc finalement, du début jusqu'à la fin du cycle de vie, on va aller contaminer potentiellement tous les compartiments environnementaux, l'air, le sol, l'eau. Et on considère généralement que le compartiment aquatique est le compartiment dans lequel on va concentrer les pollutions. Donc finalement, c'est sur ce compartiment-là que nous avons focalisé la plupart de nos travaux de recherche. Alors, pour continuer dans l'introduction, ça c'est un article qui date un petit peu maintenant, 2016, mais le principe est toujours valable. Vous voyez que la projection elle est jusqu'en 2020, on n'est pas encore très loin. En fait, c'est des calculs qui ont été réalisés pour essayer d'estimer les concentrations environnementales que l'on pourrait prédire pour différents types de nanomatériaux. Donc, parmi ces nanomatériaux, il y avait les nanotubes de carbone. Alors, je vous montre ça simplement pour vous donner des ordres de grandeur, finalement, entre les calculs et ce que je vais vous montrer tout à l'heure en termes de concentration auxquelles on observe vraiment des effets. Donc, juste à titre d'exemple, dans les eaux de surface, le calcul qui avait été fait montrait une concentration de l'ordre de 0,4 nanogrammes par litre. Et dans le cadre des déchets solides, en fait, qui sont utilisés en épandage pour l'agriculture, on était à un calcul de l'ordre de 1 milligramme par kilo. Gardez les ordres de grandeur, le nanogramme par litre essentiellement, pour les concentrations estimées dans l'eau. Avec des tendances, vous voyez, légèrement à la hausse, mais bon, globalement, on change quand même pas d'ordre de grandeur en 10 ans. Alors, le premier modèle dont je vais vous parler est le Xénope. Alors, la larve de Xénope, c'est une larve d'amphibien. C'est un amphibien en fait. Alors pourquoi utiliser les amphibiens? La raison principale en fait, c'est que ce test que je vais vous présenter un peu plus en détail est à la base un test de génotoxicité. Et globalement, bon, vous savez comme moi que les amphibiens ont tendance à disparaître un peu de la surface du globe, en tout cas dans certaines parties du monde, à cause de leur sensibilité, hein, aux produits chimiques en particulier. Donc voilà, c'est la raison de leur sensibilité en fait du coup un excellent choix comme modèle pour ces travaux.
Alors le gros avantage aussi de la larve de Xénope, c'est qu'en fait elle compte enfin les cellules sur lesquelles on va travailler, qui sont les érythrocytes, donc les globules rouges, il se trouve que chez le Xénope, le globule rouge a un noyau, ce qui est pas le cas chez l'homme, et ce noyau comporte une grosse quantité d'ADN qui est donc facile à mettre en évidence simplement par microscopie, optique, et ce qui est idéal pour des tests de génotoxicité. Alors je vous expliquerai dans quelques instants de quoi je parle, quand je parle de génotoxicité. Mais ça va être lié donc aux modifications de l'ADN. Alors, les collègues du laboratoire CRBE ont développé un test qui est normalisé, ISO, hein, depuis 2006. Donc ça veut dire qu'on va travailler dans des conditions normalisées. Le test dure 12 jours, à température de 22 degrés, avec des cycles de jour et de nuit de 12 heures. On travaille dans une eau reconstituée, donc c'est de l'eau désionisée dans laquelle on a rajouté des sels, différents sels, toujours à la même concentration, pour avoir une eau, voilà, qui soit vraiment standard et répétable. Et on va donc répéter l'exposition pendant 12 jours avec un renouvellement quotidien des milieux. Ce qui veut dire que tous les jours, alors c'est plus du tout comme ça que les expériences sont réalisées, mais ça permet de schématiser un petit peu la manière dont ça fonctionne. Vous avez des récipients avec différentes concentrations de nanomatériaux. On va mettre les larves d'amphibiens dans ces différents milieux. Elles vont y rester de la journée et en fin de journée, enfin toutes les 24 heures, en fait, elles sont sorties et remises dans un récipient à la même concentration. Donc voilà, c'est ce que j'entends par renouvellement des milieux quotidiennement. Alors, au jour zéro, en fait, on va mesurer la taille de ces larves d'amphibiens et ensuite on va la remesurer au bout de 12 jours. Donc finalement, c'est le paramètre principal sur lequel on va travailler, le taux de croissance des larves, qui va être donc mesuré par la différence de taille entre le contrôle entre le contrôle et les animaux exposés, entre le premier jour et le 12e jour d'exposition. Donc les trois paramètres qu'on va regarder sont essentiellement la mortalité, donc la toxicité aiguë, si jamais elle se produit. La toxicité chronique, c'est justement le taux de croissance, hein, sur lequel je me focaliserai un petit peu plus, et la génotoxicité. Alors cette génotoxicité, donc on parle ici de dommages à l'ADN. Vous savez qu'il peut y avoir deux types de dommages à l'ADN, des dommages réparables et des dommages non réparables. Donc nous, on va s'intéresser plutôt aux dommages non réparables, qui vont être mis en évidence par le test des micronoyaux. Alors qu'est-ce que c'est ce test de micronoyaux? Pour faire très simple, lorsque vous avez la mitose des cellules, donc la division cellulaire, si une partie de l'ADN a été sérieusement endommagée, eh ben, il va pas en fait pouvoir rejoindre, enfin faire partie d'un noyau fonctionnel en fait dans une des deux cellules filles. Et il va donc rester un petit amas de chromatine qu'on voit sur ces images ici, qui est donc non fonctionnel, qui ressemble donc à qu'on appelle un micronoyau, mais qui n'a aucune fonctionnalité en fait en termes génétiques. Donc la présence de ces micronoyaux est vraiment une trace de dommages non réparables à l'ADN. Vous voyez qu'on les voit très facilement sur les images ici. Donc en fait, le simple fait de compter la proportion de cellules qui contiennent des micronoyaux va vous renseigner sur la génotoxicité, en particulier les dommages non réparables. Alors je vais commencer par vous présenter ici une étude qui a été réalisée en comparant quatre types de nanomatériaux carbonés. Alors les nanomatériaux carbonés, parmi les plus connus, vous allez retrouver des nanomatériaux 0D, donc nous on a utilisé des nanodiamants dans cette expérience. Les nanomatériaux monodimensionnels, bah, vous allez retrouver les nanotubes de carbone, hein, qui sont un peu l'archétype de la famille. Donc nous on a travaillé ici avec des nanotubes de carbone à double paroi, qu'on a synthétisé au laboratoire Cirimat, et des nanotubes de carbone multiparois, donc avec plus que deux, que vous voyez ici sur l'image aussi, donc ici en microscopie à transmission, qui ont été synthétisés là par des méthodes industrielles. Donc là, il s'agit d'un échantillon industriel. On a utilisé aussi un nanomatériau carboné 2D. Donc là, il s'agit de ce qu'on appelle du fuel air graphene. Donc en fait, c'est du graphène à quelques couches. Vous savez que le graphène monocouche, en fait, en tant que tel, est relativement difficile à préparer. On le retrouve que vraiment dans des cas assez particuliers. Donc dans la vraie vie, pour ainsi dire, c'est surtout du graphène à quelques couches qu'on va appeler donc fuel air graphene, FLG. Donc je ne vais pas m'appesantir en fait sur les caractéristiques physico-chimiques de ces nanomatériaux, bien qu'elles puissent aussi avoir un impact, hein, sur la toxicité. Mais en fait, le paramètre principal sur lequel je veux insister maintenant est la surface spécifique de ces échantillons, qui va de l'ordre de 10 mètres carrés par gramme dans le cadre du FLG. Alors ça peut paraître surprenant, hein, parce que pour le graphène, on s'attend à des valeurs plutôt de l'ordre de, en tout cas du graphène monoparoi, plutôt de l'ordre de 2600 mètres carrés par gramme. Bon, la réalité, quand on mesure par BET, c'est plutôt quelques dizaines de mètres carrés par gramme, parce que les échantillons sont très agglomérés. Les nanodiamants, 60 mètres carrés par gramme. Les nanotubes de carbone multiparois commerciaux de l'ordre de 250 mètres carrés par gramme. Et la surface la plus importante, en fait, avec les tubes biparois, qui sont de l'ordre de 1000 mètres carrés par gramme.
Alors, je vais commencer par vous présenter les résultats obtenus pour la génotoxicité, pour ces 4 nanomatériaux, en rajoutant l'oxyde de graphène, hein, GO, dont je vous ai pas parlé d'ailleurs sur la diapositive précédente. En fait, pour aller relativement vite, on n'observe aucune génotoxicité, en tout cas pas avec le test des micronoyaux, sur aucun de ces 4 nanomatériaux. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors là, par contre, où il y a, une petite différence, c'est justement avec l'oxyde de graphène. En fait, avec l'oxyde de graphène, on observe un test positif au micronoyau à la dose la plus faible. Et quand on augmente la dose, on n'observe plus cette génotoxicité, pour une raison très simple, en fait, pour que vous puissiez avoir l'apparition des micronoyaux. Je vous ai expliqué que ça se faisait pendant la division cellulaire, pendant la mitose. Il faut donc qu'il y ait mitose. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que quand les concentrations en oxyde de graphène commencent à devenir trop importantes, ça bloque la mitose. Donc s'il n'y a plus de mitose, il n'y a plus de micronoyaux, donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas les voir. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un impact, hein, sur les animaux, mais en tout cas, on ne peut pas le détecter par ce test des micronoyaux. Alors, si on en arrive maintenant à notre paramètre, un peu phare, qui est le taux de croissance. Alors, vous avez ici le taux de croissance, normalisé, donc entre 0 et 100, en fonction, donc avec toujours un témoin, un échantillon, une expérience témoin, et donc en fonction de la concentration en nanomatériaux carbonés. Donc pour le FLG, les nanodiamants et les 2 types de nanotubes de carbone. Donc ce qu'on voit ici, en fait, la petite étoile, elle va simplement dire que vous avez un écart, qui est statistiquement significatif par rapport au contrôle. Donc ça veut dire que dans le cas des nanodiamants, vous commencez à avoir des retards de croissance à partir de 1 mg par litre, et puis évidemment ça continue quand on augmente la dose. Dans le cas des nanotubes de carbone multiparois, ça commence à 10 mg par litre, et puis ça s'accentue à 50. Et dans le cas des nanotubes de carbone biparois, ben, un peu comme dans le cas des multiparois, vous avez, ça commence à 10 mg par litre, et puis ça s'accentue encore à 50. Alors s'il fallait classer, la toxicité de ces nanomatériaux de la plus faible vers la plus forte, eh ben, on aurait le classement suivant: le graphène à quelques couches, les nanodiamants, les tubes multiparois et ensuite les tubes, biparois. Alors pour essayer de vous expliquer un petit peu d'où pourraient venir finalement les retards de croissance qu'on observe. Alors ce que vous voyez ici, c'est des images en microscopie, enfin c'est de la photographie là même d'ailleurs tout simplement, de l'intestin. Donc ça, c'est je schématise ici une larve de xénope et vous voyez ici son intestin. Donc ça, c'est une expérience contrôle, ça c'est une expérience donc après exposition à des nanotubes de carbone. On voit que l'intestin est noir. Donc ça veut dire tout simplement que, beh, il y a effectivement eu exposition, hein, en particulier par ingestion, et donc l'intestin est plein de nanomatériaux carbonés. Alors ça peut avoir plusieurs conséquences, mais typiquement, ça va perturber l'assimilation des nutriments, et donc voilà, si les nutriments sont moins bien assimilés, on peut assez logiquement, s'attendre à des retards de croissance, parce qu'il y a moins d'énergie qui est allouée à la croissance. Alors il y a une deuxième voie d'exposition dans ces expériences, qui est en quelque sorte la voie respiratoire via les branchies. Donc là, si on regarde aussi ces mêmes larves, donc là on voit toute la tête de la larve avec les branchies qui sont localisées ici. On se rend compte ici, donc ça c'est l'animal contrôle, l'animal exposé au nanotube de carbone, on se rend compte que les branchies sont noires. Donc là aussi, en fait, vous avez les nanomatériaux carbonés qui vont finalement perturber les échanges gazeux. Donc ça, c'est des mesures qu'on a pu réaliser, qui montrent que la pression partielle d'oxygène, est plus basse et que la pression partielle de dioxyde de carbone est plus élevée. Donc il y a bien une perturbation des échanges gazeux. Ça évidemment, voilà, couplé au fait qu'il y a des problèmes d'assimilation des nutriments, bah, globalement, voilà, ces deux effets, qui sont des effets relativement, mécaniques, hein, finalement, peuvent expliquer aussi d'une part les retards de croissance, observés. Alors un point qui est relativement important, bah, ça va pas être valable uniquement pour les nanomatériaux carbonés, je pense que c'est quelque chose de très général, mais je vais l'illustrer ici avec les nanocarbonés. C'est la métrique qu'on va utiliser, en fait, pour comparer les résultats entre différents nanomatériaux. Donc de manière la plus générale, on va travailler avec des concentrations massiques, donc on va travailler en milligrammes par litre en général, donc pour compartiment, aquatique. Et si je vous représente ici donc les résultats, donc toujours la même chose, le retard de croissance, enfin le taux de croissance pardon, normalisé en fonction de la concentration. Alors c'est ici en échelle log, hein, pour que ça soit plus facile à comparer. Et tous les 4 nanomatériaux, le FLG, les nanodiamants et les 2 types de nanoparois sont représentés. Alors vous voyez que la corrélation n'est pas très bonne, hein, quand on travaille en concentration massique. Donc on a essayé de représenter ça en utilisant d'autres types de métriques. Donc les 2 autres métriques qu'on a utilisées sont la concentration en nombre. Donc ça peut se faire à partir d'un certain nombre d'hypothèses de calcul. On connaît à peu près, le diamètre, la longueur, des particules, on connaît, leur densité, on connaît un certain nombre de choses. Donc on va pouvoir comme ça essayer de recalculer le nombre de particules par millilitre ou par litre. Donc c'est ce qu'on a fait ici. La corrélation est pas tellement meilleure. Par contre, quand on passe à la surface, donc, on parle ici de mètres carrés par litre, vous voyez qu'on a une corrélation qui est bien meilleure. Alors, la surface, elle a été mesurée ici par BET, donc c'est de l'absorption gazeuse, d'azote dans cette expérience.
Donc quand on va utiliser cette métrique-là, qui est la métrique finalement surfacique, ben, on va pouvoir finalement rassembler tous les résultats sur une sorte de courbe maîtresse qui va nous permettre finalement de devenir un peu prédictif. Donc on va vous voyez à la valeur pour laquelle vous avez 50 d'effet, donc on parle de concentration effective, c'est, EC50. On a calculé donc du coup une valeur de l'ordre de 7,5 mètres carrés par litre. Donc si on ramène ça en milligrammes par litre, donc pour nos différents nanomatériaux, bah, ça reviendrait de l'ordre de 750 milligrammes par litre, pour le FLG ou 7,5 mètres carrés, milligrammes par litre dans le cas des tubes de carbone biparois. Ils sont à peu près 1000 mètres carrés par gramme, donc il y a une correspondance assez directe entre les 2 unités. Alors pour revenir à la diapositive d'introduction dans laquelle je montrais finalement les calculs, prédits de concentration environnementale, on était à 0,4 nanogrammes par litre. Et là, vous voyez que bah, finalement, les concentrations auxquelles nous, on commence à avoir des effets, des retards de croissance, on est quelques ordres de grandeur au-dessus, hein, 7,6 ou 750 milligrammes par litre pour le FLG. Alors, je vais le dire tout de suite parce que je risque d'oublier après. Le message que je veux faire passer n'est surtout pas de dire bah, circuler, il n'y a rien à voir, hein, les concentrations sont vraiment. Enfin, les concentrations auxquelles il faut monter sont vraiment bien, bien plus élevées que ce qu'on pourrait trouver dans l'environnement. C'est pas du tout mon message. Mon message est plutôt de dire non, au contraire, il faut être très vigilant, parce que cette valeur de 0,4 nanogrammes par litre, c'est quand on dilue dans tout l'environnement. Mais dans la réalité, en fait, on va plutôt concentrer la pollution à des endroits particuliers, et donc il est tout à fait possible qu'à certains endroits, on atteigne ces concentrations auxquelles il peut y avoir un impact. Donc, pour clarifier le message. Alors dans le cadre de l'oxyde de graphène, l'autre message que je voudrais essayer de faire passer aujourd'hui dans le temps qui me reste, parce que je suis quand même, physico-chimiste, l'idée est de dire qu'il doit y avoir moyen quand même d'utiliser cet oxyde de graphène de manière un peu plus sûre. Alors l'oxyde de graphène, j'ai parlé tout à l'heure de sa génotoxicité, donc c'est ce que je vous remonte le graphe que j'ai montré tout à l'heure, hein. Donc dans ces expériences, il y a toujours un contrôle positif, un contrôle négatif, et donc on voit bien que pour la concentration la plus faible, on a donc bien cette génotoxicité par les micronoyaux pour l'oxyde de graphène. Alors, l'oxyde de graphène, pourquoi est-ce qu'il est utilisé? Il est utilisé parce qu'il est relativement hydrophile. Donc, ça veut dire que pour la préparation de matériaux, pour la dispersion dans des solvants, ça va être évidemment beaucoup plus facile qu'un matériau hydrophobe comme le FLG, qui lui va sédimenter, va être très difficile à mélanger. C'est la raison pour laquelle les gens travaillent beaucoup avec l'oxyde de graphène. Alors, ceci étant dit, vu qu'il est génotoxique, l'idée serait quand même de pouvoir bénéficier en fait de la chimie de surface de l'oxyde de graphène, donc notamment de l'aspect hydrophile du matériau, tout en se débarrassant de la génotoxicité. Donc c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, et une manière de faire ça, en fait, c'est de faire de la réduction de l'oxyde de graphène, de la réduction modérée. Donc on va faire, cette réduction modérée par différentes, méthodes. Ça peut être de la réduction, purement chimique, avec de l'hydrazine par exemple, ou d'autres réducteurs. Ça peut se faire aussi par réduction thermique. Donc c'est ce que nous avons fait dans cette expérience. On a pris ce même échantillon d'oxyde de graphène, on l'a chauffé soit à 200°, soit à 1000° ici, pour avoir une réduction complète sous hydrogène, et on voit que l'échantillon chauffé à 200°, bah, il a perdu la génotoxicité. Donc on a perdu aussi à peu près la moitié de l'oxygène, j'y reviendrai, sur la diapositive, suivante, mais on a conservé quand même une partie de cet oxygène ce qui veut dire qu'il reste manipulable. Voilà. Donc, voilà, le message est le suivant finalement, en jouant sur la chimie de la surface, on va pouvoir en fait, mitiger en fait, cette toxicité des échantillons. Alors pour essayer de comprendre un petit peu, pourquoi finalement c'est génotoxique à la base et pourquoi on arrive à se débarrasser de cette génotoxicité, vous avez ici une analyse par XPS des échantillons, donc ici l'oxyde de graphène de départ, après traitement à 200°, après traitement à 1000°. Là, ce qu'on voit ici, c'est la bande, qui est la C1S, et puis la bande de l'oxygène, ici la O1S. Donc ce qu'on voit ici de manière très simple, si on compare l'oxyde de graphène de départ et après traitement à 200°, on voit que la partie liée à l'oxygène en fait a été très très diminuée. Quand on regarde les teneurs atomiques globales dans l'échantillon, on est passé de 30% à 17%. Et parmi les fonctions qui ont disparu, en particulier après chauffage à 200°, je pense que quelqu'un a son micro ouvert. Après chauffage à 200°, on a en fait essentiellement les fonctions éther et époxyde qui ont disparu. On les retrouve beaucoup moins en fait à 200°, et puis après tout a quasiment disparu quand on a chauffé jusqu'à 1000°. Alors, il est connu dans la littérature, hein, que les fonctions époxydes en fait, vont réagir avec l'ADN pour faire ce qu'on appelle des adduits à l'ADN. Donc en fait, la génotoxicité des fonctions époxydes est connue. Donc finalement, nous le fait par XPS de mettre en évidence qu'après chauffage à 200°, on s'est débarrassé de la génotoxicité, bah, l'association avec les fonctions époxydes est relativement facile en fait à faire. Alors c'est peut-être une vision un petit peu simplifiée encore à ce stade, mais je pense qu'il y a une certaine réalité, par rapport à ça.
Donc l'idée, c'est de dire que finalement, voilà, la réduction, partielle de l'oxyde de graphène va permettre de conserver autant d'oxygène que nécessaire pour le conserver suffisamment hydrophile, donc pour pouvoir du coup le manipuler, facilement pour la réalisation des applications dans lesquelles on pourrait, souhaiter l'impliquer. Par contre, ça permet de se débarrasser de sa génotoxicité, donc ça rentre vraiment dans le cadre de ce qu'on appelle les approches, safer by design. Alors voilà, il faudrait beaucoup plus de temps pour en parler, mais voilà ce que je peux vous dire de manière résumée. Alors je vais simplement terminer en vous donnant quelques exemples, d'autres types d'expérimentations qui ont été réalisées, toujours en relation avec le milieu aquatique, pour vous montrer un peu les stratégies que peuvent utiliser, certaines espèces pour se protéger finalement des contaminations en nanomatériaux. Alors dans ce cas, il s'agit d'une expérience qui a été réalisée par exposition de diatomées. Donc les diatomées sont des algues photosynthétiques que vous allez retrouver vraiment partout dans l'environnement. Donc si on les expose à des nanotubes de carbone, comme par exemple dans cette expérience ici, elles vont se retrouver si les concentrations sont élevées dans un milieu qui est totalement obscur, et donc ça peut perturber la photosynthèse. Donc vu qu'on va regarder de la même manière la croissance finalement de ces algues, bah, si vous avez une perturbation de l'absorption de la lumière, en fait vous pouvez avoir un effet indirect. Donc on a imaginé ici une expérience dans laquelle on peut soit exposer les diatomées directement, à la suspension de nanotubes de carbone, donc dans le milieu de culture, soit on va avoir les diatomées toutes seules dans le milieu de culture et par-dessus, on va venir mettre une 2e boîte dans laquelle il y aura simplement les nanomatériaux carbonés à différentes concentrations. La lumière ne peut passer que par-dessus, donc là on aura un effet d'ombrage. Donc là, je vous montre un petit peu ce qui se passe de manière assez rapide en fait, après exposition avec les diatomées. Vous avez au départ une jolie suspension de nanotubes de carbone et très rapidement on observe une floculation. Alors si on va regarder au microscope optique, on se rend compte, bah, on voit ici les flocs, hein, de nanotubes de carbone. Vous voyez ici les diatomées. Et en fait, ce qui s'est passé, quand on va regarder ici sur des images à microscopie électronique à balayage, vous avez ici en fait, donc ce qu'on appelle le frustule, qui est une coque, en silice de la diatomée. Et vous voyez sur cette frustule en fait, des sortes de filaments, hein, qu'on voit un petit peu mieux sur cette image-là, qui vont correspondre en fait à du biofilm qui est fabriqué par la diatomée et qui va finalement emprisonner les nanotubes de carbone. Donc la raison pour laquelle vous avez une floculation, c'est parce que ce biofilm finalement va capturer les nanotubes de carbone. Alors là, vous avez ici représenté le taux de croissance en fonction de la concentration, après 48 heures et après 144 heures, donc c'est lié à la réalisation du test. Je vais aller très très vite pour résumer vraiment les conclusions. En fait, ce qu'on voit, c'est en particulier la concentration la plus élevée, vous avez vraiment un impact sur la croissance des diatomées. Et cet impact, en fait, il est très fort quand vous avez les diatomées directement mélangées avec les nanotubes de carbone, mais il est fort aussi quand vous avez cet effet d'ombrage, qui est évidemment lié au fait que bah, plus c'est concentré, plus l'ombrage va être important. Quand on regarde maintenant ce qui s'est passé au bout de 144 heures, on voit qu'en fait, cet effet est vraiment très diminué par rapport au contrôle. Donc en fait, vous avez une sorte de récupération de la croissance des diatomées, pour une raison très simple, c'est ce que je vous ai montré sur la diapositive précédente. Les diatomées vont sécréter du biofilm, ce biofilm va piéger les nanomatériaux carbonés. Alors là, c'est du FLG, mais c'est la même chose que pour les nanotubes de carbone, on retrouve les mêmes types de résultats. Ça va clarifier la colonne d'eau et finalement, les diatomées reprennent leur vie dans un milieu purifié en quelque sorte. Alors, ça ne veut pas dire que les nanotubes de carbone ou le FLG a disparu du milieu, ça veut juste dire que les diatomées s'en sont débarrassés et peuvent reprendre leur vie ailleurs. Par contre, ça veut dire aussi qu'on a changé on a changé finalement de mode d'exposition et que c'est plutôt des espèces qui vont se nourrir du biofilm qui finalement maintenant vont être impactées par les nanomatériaux carbonés. Donc il y a plutôt un transfert dans l'environnement. Alors je vais terminer justement sur cette idée-là. Pour vous dire que les travaux ont donc commencé, initialement par ce qu'on appelle des tests monospécifiques. Donc je vous ai parlé des larves de Xénope, les diatomées à l'instant. On peut travailler avec tout un tas d'autres différentes, espèces et après avoir étudié ces espèces, séparément, l'idée en fait, c'est de passer à ce qu'on appelle des mésocosmes. Alors un mésocosme, qu'est-ce que c'est? Bah, finalement, c'est une sorte de gros aquarium dans lequel on va essayer de mettre plusieurs espèces de manière à essayer de reconstituer une sorte de chaîne alimentaire avec des prédateurs, des consommateurs primaires, des producteurs primaires et on va voir finalement si, bah, une fois que tout ce petit monde est ensemble, on a finalement le même type de toxicité sur ces différentes espèces ou si les choses se passent différemment. Donc l'idée, c'est évidemment d'être plus proche de la réalité, environnementale. Donc dans cet exemple ici, vous allez avoir, des larves de pleurodèle, qui vont être donc le consommateur primaire, vous avez, des larves de xénopes dont j'ai parlé tout à l'heure, les larves de chironomes qui vivent donc du coup à l'interface entre l'eau et le sédiment. Vous allez retrouver les diatomées dont je viens de parler et puis vous avez aussi des bactéries et ces bactéries, en fait, elles viennent de feuilles, qui ont été rajoutées dans l'aquarium au départ de l'expérience. Donc si on regarde un petit peu la différence, en fait, entre le contrôle et ce qu'on va avoir avec l'oxyde de graphène, donc le contrôle, c'est ce même aquarium mais sans l'oxyde de graphène,
En présence d'oxyde de graphène, on va avoir en fait, on va retrouver finalement cette génotoxicité qu'on avait, sur l'amphibien quand il était tout seul. Alors, dans le cadre du xénope, en fait, on retrouve pas de génotoxicité pour une raison très simple, les larves de xénope ont complètement été mangées par les larves de pleurodèle. Ça, c'est la réalité de l'environnement, donc il y a certaines espèces ont disparu. Dans le cas des larves de chironomes, il y a pas eu de modification très significative. Par contre, ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup de modifications au niveau des populations bactériennes. Alors la conséquence que ça va avoir, c'est que ces populations bactériennes, ainsi que les diatomées d'ailleurs, c'est elles qui produisent du biofilm et les chironomes normalement se nourrissent du biofilm. En présence d'oxyde de graphène, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu que les chironomes aillent se nourrir du biofilm, en fait, ils vont se nourrir des feuilles qu'on a mises dans l'aquarium. Donc dans une expérience normale, en fin d'expérience, les feuilles sont intactes. En présence d'oxyde de graphène, les feuilles ont disparu. Elles ont été complètement mangées par les chironomes. Donc vous voyez que finalement, en fait, ce qui va impacter le plus les petites modifications qu'on va pouvoir voir, c'est des modifications de population bactérienne. Donc c'est vraiment des petits détails qui sont induits par l'oxyde de graphène, mais qui au final, bah, vont avoir des conséquences, assez, «dramatiques» entre guillemets sur la façon dont la toxicité va se développer, sur les différentes espèces présentes dans le milieu. La conclusion, c'est quand même que la génotoxicité, qu'on soit sur l'espèce seule ou, dans le milieu complexe, pour les amphibiens en tout cas, on va la remettre en évidence de la même manière. Voilà, j'ai déjà dit, ce que je viens de montrer ici. Alors pour terminer, ce que je voudrais j'espère, enfin, voilà, vous avoir montré, même si le temps est assez court, que finalement, dans le cadre des nanomatériaux carbonés, pour la contamination en milieu aqueux, c'est finalement essentiellement la surface qui va jouer un rôle, important et c'est relativement finalement indépendant de la chimie de surface, en tout cas pour l'impact sur la croissance. Donc on retrouve finalement un impact environnemental, mais on le mesure expérimentalement, en tout cas on l'observe expérimentalement uniquement pour des concentrations qui sont bien plus élevées que ce qu'on pourrait calculer dans l'environnement. Alors j'ai précisé tout à l'heure évidemment que c'était pas un critère pour dire, finalement c'est pas la peine de s'inquiéter, hein, voilà, il peut y avoir concentration dans des compartiments particuliers. Alors, la génotoxicité de l'oxyde de graphène, donc elle existe, il faut la considérer de manière très sérieuse, mais comme je vous l'ai montré, on peut la mitiger en fait par une réduction modérée, ce qui permet de conserver l'intérêt pour l'application en sciences des matériaux, tout en limitant évidemment la toxicité pour les travailleurs en particulier. L'approche mésocosme est donc une approche qui permet d'avoir une vision un petit peu plus réaliste aussi de ce qui se passe au niveau environnemental. Et j'ai voilà, malheureusement pas eu le temps de vous parler de tout ce qu'on a pu faire sur des plantes, sur le comportement de poissons, l'impact sur les pollens, etc. Voilà, mais voilà, je vais donc terminer ma présentation ici, simplement en remerciant un certain nombre de collaborateurs, donc en particulier l'équipe toulousaine, à la fois au CIRIMAT et au CRBE, donc qui a travaillé en particulier dans le cadre du projet Graphene Flagship, hein, qui a financé tous les travaux récents. Et il me reste à vous remercier voilà, pour votre attention et votre intérêt. Merci. Merci Emmanuel pour ce exposé passionnant. Alors, on peut prendre quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions? J'en ai pas vu dans le chat, mais oui, Lorenzo Sponza, oui, on vous écoute. Oui, bonjour, merci pour l'exposé. Bonjour. J'ai une question sur la réduction, sur le graphène réduit, Oui, enfin, sur l'oxyde de graphène réduit. Vous avez montré des histogrammes, et avant, quand vous avez montré l'oxyde de graphène non réduit, normal, disons, vous avez commenté les histogrammes en disant, voilà, avec le test de micronoyau, on peut l'observer que dans un cas, parce que concentration plus élevée, la mitose est empêchée. oui, Est-ce que vous avez des informations sur la mitose de ce oxyde réduit? Parce que oui, vu alors vis de cet commentaire, on pourrait dire, ben, peut-être que vous la voyez pas, la toxicité, parce que juste vous avez bloqué tout la à mitose fait. avant. Tout à fait. Alors ça, c'est une excellente remarque. Alors en fait, ce retard de croissance, comme vous avez vu, c'était parmi les premiers graphes. En fait, on l'observe finalement pour quasiment tous les nanomatériaux. Alors sauf avec le FLG. Donc le FLG, justement, donc qui serait finalement de l'oxyde de graphène totalement réduit. On n'a pas de retard de croissance. Donc on n'a pas finalement ces problèmes liés à la mitose. Donc j'ai pas pu montrer toutes les expériences qui ont été réalisées pour faire le suivi de cette mitose. Donc ça, c'est fait par cytométrie en flux en général. Bon, alors le FLG, c'est un cas un peu particulier, mais dans la plupart des autres cas des nanomatériaux carbonés, on va finalement observer aussi cette perturbation en fait de la croissance et donc cette absence de mitose. Donc finalement, c'est un peu un cas général pour l'ensemble des nanomatériaux. Ça veut simplement dire que le test de micronoyau ne doit être utilisé qu'à des doses suffisamment faibles auxquelles la mitose n'est pas perturbée, en fait. Mais la question est tout à fait pertinente, bien sûr. Merci.
Autre question? Aurélie Taguet? Bon, bah, je vais poser une dernière question. Alors, donc, les FLG, donc la concentration toxique, au début de ton exposé, tu as dit que c'était 740 mg par Milligrammes litre. par litre, oui. Est-ce que cette concentration a été mesurée quelque part ou Ah, tu as parlé de concentration par rapport à une moyenne qui est effectivement très faible, 0,4 nanogramme? ouais. Alors, non, là, je ne saurais pas dire. Enfin, j'espère qu'au niveau environnemental, on n'a jamais mesuré des concentrations aussi élevées. Dans les expériences, en fait, en laboratoire, il arrive de monter à des concentrations aussi hautes, hein, des fois, pour avoir des gammes de concentration. Ce que je peux vous dire alors le FLG, c'est un cas un peu particulier parce qu'il va vraiment retomber très très vite. Dans le cas des nanomatériaux qu'on va arriver à stabiliser un petit peu en suspension, les nanotubes de carbone à 10 mg par litre, l'eau est noire déjà. D'accord? Donc à 750 mg par litre, ça serait encore pire. Donc je pense que voilà, quand on commencera à avoir de l'eau teintée dans l'environnement, voilà, ça sera vraiment alarmant. Bon, espérons que ce n'est pas le cas dans l'eau de la Seine. Moi, que je te remercie beaucoup. Euh, Excusez-moi. Pardon? Oui, pardon, j'ai mis une question dans le chat, mais je peux la poser si vous m'entendez bien. Bah, écoutez, je crois qu'on va passer à l'orateur suivant, en fait. D'accord, ok, pas de problème. Ben, Emmanuel la verra, pas de problème. Ça marche. Excusez-moi. Merci.